Ouais, salut. Alors, aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Sprite, pas la boisson, parce que c'est mauvais pour les dents. Et puis surtout que c'est plus intéressant de vous parler des sprites sur le Commodore 64, hein, ces objets volants presque non identifiés. Et pour débuter cette vidéo, je vous propose de regarder avec moi ce petit programme qui s'affiche. Peut-être pour les plus anciens d'entre vous, ça vous dit quelque chose, ça vous parle. C'est un programme en basique. Je fais exception à ce que je fais d'habitude, hein, puisque c'est plutôt une vidéo, une chaîne consacrée au langage machine à l'assembleur. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des sprites au travers de ce programme basique que je vais lancer. Vous voyez, c'est le petit ballon du Commodore, de Commodore qui s'affiche, hein, qui se balade comme ça. Vous voyez, c'est rigolo. J'arrête, hein, et oups, ce petit programme, c'est tout simplement l'un des tout premiers programmes qu'on tape lorsque on a eu un Commodore 64 dans les années 80, comme moi. C'était le programme qui figurait dans le manuel d'utilisation de l'ordinateur. Et c'était une toute première initiation au sprite. Voilà. Donc c'était une petite vidéo introductive. Le reste de la vidéo suit et je vous dis à tout de suite. Je vous propose maintenant de voir comment les sprites ont été traités hein, dans la littérature. Les sprites du Commodore 64 hein, ont été traités dans la littérature francophone hein, relative au Commodore 64. Vous voyez ici 4 ouvrages que j'ai sélectionnés, des classiques ou moins. Alors vous avez ici le guide de référence du programmeur Commodore 64, la version francophone assez catastrophique. La conduite du Commodore 64 de François Monteil, ouvrage, on va dire, c'est un classique, hein, voilà. Un autre grand classique, le livre du 64 de Benoît Michel, et enfin le manuel du micro-ordinateur du Commodore 64. Et je pense que si vous avez, comme moi, eu un Commodore 64 lors de vos années tendres, hein, moi je l'ai eu en 1983, je m'en souviens. Le seul ouvrage que j'avais sous la main, c'était ça, c'était le manuel du micro-ordinateur du Commodore 64. Je dois vous avouer une chose, je crois qu'à l'époque, je n'avais aucun de ces autres livres, hein. Les trois autres, je crois que j'avais un ami qui s'était acheté celui-ci, j'avais dû faire quelques photocopies, j'avais dû le lire. Ça m'avait été assez utile d'ailleurs, hein. C'était un bon complément. Celui-ci, on m'en avait parlé, mais ça m'avait fait peur. Et puis celui-ci, je trouvais intriguant, mais non, j'ai jamais utilisé quand j'étais jeune. Donc je suis parti, moi, quand j'étais enfant, de ce manuel, hein, et je pense que tout le monde a commencé par utiliser ce manuel. Et la première chose qu'on a fait, c'est ce programme que je vous ai présenté, qui est ici dans le manuel, hein, ici à cette page, on voit ici la grille qui permet de définir le sprite qu'on a vu à l'écran, ce ballon avec le sigle Commodore, hein, le manuel vous explique à peu près comment on calcule les valeurs des différents octets hein, qui composent le sprite. Alors que dire? La première chose à dire, c'est évidemment que à l'époque les sprites n'existaient pas. Et non, 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 non. On parlait de sylph, vous voyez. La littérature, en tout cas les traducteurs des ouvrages américains souhaitaient évidemment, on était peut-être plus francophone à l'époque qu'aujourd'hui, hein. Je sais que les Canadiens, en tout cas les Québécois sont plus francophones finalement que beaucoup de Français et continuent à essayer d'employer des termes français en français. Vous voyez que donc l'ouvrage de base, hein, le manuel du Commodore 64 ne parlait pas de sprite mais de sylph. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour moi de me replonger dans ce manuel et de me rendre compte à quel point il était catastrophique et qu'il ne fallait surtout pas le mettre entre les mains d'un petit enfant, tant c'est très mal rédigé, parfois incompréhensible. Mais bon, je pense que quand on est enfant, on se contente de pas grand-chose. Mais
Voilà, ne serait-ce que déjà la description des sprites qui est assez amusante. On vous dit que le sylph, voilà, c'est un objet programmable à haute résolution, oui, d'accord, qui peut être constitué, ça, à haute résolution, enfin, ça se discute, puisque bon, si vous faites déjà de la programmation, le sprite peut effectivement être défini sur une base de 320 x 200 à haute résolution, mais si vous êtes en mode multicolore sur un sprite, bah, tout de suite la résolution tombe à 160 x 200, hein, donc c'est pas toujours de la haute résolution. Donc ce qui est indiqué là n'est pas exact, tout à fait exact. Donc on vous dit que c'est peut être constitué sous presque n'importe quelle forme, Je suppose que les formes obscènes sont interdites par l'intermédiaire de commandes basiques. C'est presque n'importe quelle forme. Bon, alors ce qui est, voilà, c'est amusant. L'objet peut être aisément déplacé autour de l'écran en indiquant simplement à l'ordinateur la position à laquelle le sylph doit être déplacé. L'ordinateur s'occupera du reste. Non. L'ordinateur ne s'occupe pas du reste. Alors, comme toujours, hein, c'est le reproche que je fais systématiquement aux ouvrages traduits de l'anglais, voilà, c'est pas toujours d'une très très grande clarté. Qu'est-ce que je pouvais vous donner comme exemple? Je suis tombé l'autre jour sur quelque chose qui... Je le relisais, je me dis, mais comment on peut comprendre un truc pareil? Ah oui, alors vous étiez ici, hein, donc je crois que on vous dit bon, comment définir le sprite, les coordonnées. On vous dit ensuite, en plus de cette information, vous avez besoin de savoir à partir de quelle section de 64 blocs chaque série de 8 blocs de mémoire obtient des sylphes dans ces données. Un série n'est pas utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement illisible. Ah, mais c'est une catastrophe, hein. Bon, on vous dit ces données sont traitées par 8 emplacements immédiatement après la mémoire écran. En fait, c'est 8 adresses. Vous voyez, le concept de mémoire écran, ou la mémoire de l'écran, hein, à l'époque on parlait de mémoire de l'écran, c'est la mémoire écran. Hein. Quand on débute en basique, c'est pas clair, c'est vraiment pas fait pour des débutants, c'est dommage. Tout comme, qu'est-ce que j'ai vu comme phrase alambiquée pour simplement dire que changer la... Ah oui, voilà, c'était ceci. Par exemple, pour amener le sylph 1, d'accord, le sprite. Alors, est-ce que c'est le premier sprite ou le sprite numéro 1? Bon. Sur le vert clair, amener le sylph 1 sur le vert clair. Je dis, mais pour donner la couleur verte au sylph 1, amener le sylph 1 sur le vert clair. Waouh! Amener, ça suppose, c'est une idée de déplacement, donc quand vous lisez ça, enfin moi je sais, j'étais gamin, je voyais amener, il y a un déplacement qui s'effectue, non, c'est pour lui donner la couleur claire, la couleur vert clair, voilà, pour lui attribuer, je sais pas, le mot attribuer était peut-être plus simple et tout aussi littéraire. Alors, autre petite incohérence dans ce fameux manuel, hein, qui pourtant devait servir aux plus jeunes d'entre nous, c'est que, évidemment, on vous parle de sylph, mais parfois on vous parle de sprite. Ici, vous voyez, tout début de l'ouvrage, on parle du sprite editor. Bon, donc, comment peut-on faire le lien entre ce qui est marqué là, la suite, et puis je crois qu'un peu plus loin, même à propos d'un des registres, un des vecteurs, on vous parle des sprites, je crois que c'est le terme sprite qui est employé, et le mot sylph est passé à la poubelle, et pourtant, je ne vous lis pas la première édition du manuel, comme vous le voyez ici à l'image, il s'agit d'une édition qui est sortie au moment de la V2, hein, du Commodore 64, c'est-à-dire le C64C. Donc en principe, le manuel aurait dû faire l'objet d'une revue, d'une amélioration, de correction, mais Commodore était un peu pingre et préférait que les gens s'achètent des livres à part. Alors rapidement peut-être, je vais vous parler maintenant du guide de référence du programmeur pour mieux l'oublier. Et peut-être pour on en plaisante. Alors, vous avez, je crois que c'est ici que c'est abordé.
Défilement uniforme. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui. Alors, ici, on vous. C'est comme toujours, c'est des incohérences. Le manuel vous parlait de Sylph, et ici, donc le guide de référence vous parle du caractère graphique programmable. Un caractère graphique programmable est un type spécial de caractère définissable par l'utilisateur que l'on peut afficher en tout point de l'écran. Oui, mais enfin ça c'est les caractères graphiques qui sont sous les touches les touches du clavier. Il n'y a aucune différence. Alors ensuite on vous dit les caractères graphiques sont directement mis à jour par la microplaquette VIC-2. Oui, alors je sais plus, dans le manuel que je vous ai présenté, on vous parle pas de la microplaquette, mais je sais plus quoi la puce. Non, on parle même pas de puce à l'époque, je crois. C'est oui, alors c'est le synthétiseur d'image. Ici le pardon, on parle de synthétiseur d'image. Ici, on vous parle donc de la microplaquette VIC-2. Bon, c'est la puce vidéo, tout simplement. C'est la puce qui permet la gestion de la vidéo sur le Commodore 64. Et alors, la différence entre les sprites et les caractères graphiques qui sont accessibles via les touches du clavier du Commodore 64, c'est que le sprite n'affecte pas les autres éléments affichés, contrairement au caractère graphique. C'est-à-dire que les sprites peuvent se déplacer, ça ne modifie pas l'écran, ça ne l'affecte pas. D'où ce nom en anglais de sprite, sprite qui veut dire esprit, le fantôme. C'est une entité transparente, qui se déplace, qu'on voit, mais qui n'a pas de consistance matérielle en quelque sorte. C'était ça l'origine de ce mot sprite. Alors en français, le mot sylph est bien joli, agréable, mais c'était pas forcément adapté. Peut-être qu'il aurait mieux valu parler d'esprit, tout simplement, ou de fantôme. Je vais vous montrer maintenant comment les sprites sont abordés, évoqués dans cet ouvrage de référence également. Alors, le livre du 64, le mode graphique, que je ne me trompe pas, je suis peut-être obligé de regarder à nouveau où se trouve la 137. Ils appellent ça les lutins. Autre appellation des voilà, les lutins. Alors, c'est amusant, lutin. J'ai trouvé ça. Je pense que c'était un terme on aurait dû garder. Alors, je sais pas si ça nous vient de la Belgique, le lutin, mais je trouve que c'est finalement le terme le plus sympa. Donc, pour traduire sprite. Donc, les lutins sont appelés sprite en anglais. Impeccable. Voilà, il est bien ce bouquin, finalement. Pour moi, c'est sans doute le plus accompli, en tout cas pour le Commodore 64 en français. Donc on vous dit les sprites en anglais, ou encore MOB, qui est la contraction de Mobile Object Block. Et c'est vrai qu'en anglais, je crois qu'au tout début, il y a eu un flottement amusant, un flottement pour des fantômes, sur cette terminologie. On ne savait pas comment voilà, comment appeler ces caractères spéciaux qui sont programmables. Donc on vous dit bien, ce sont des formes graphiques, des dessins entièrement programmables, en forme, en couleur et en position. L'électronique interne du contrôleur d'écran VIC-2, alors c'est toujours le contrôleur d'écran, mais contrôleur d'écran, à la limite, je préfère cette expression à je sais plus quoi, microplaquette, ou voilà, pour définir la puce, permet de positionner les lutins n'importe où dans l'écran, sur l'écran. Chaque lutin possède une priorité de passage par rapport au dessin affiché à l'écran. Il peut ainsi passer soit devant, soit derrière les points allumés, alors à de l'écran. Bon, on voit toujours des terminologies un peu comment dire, des terminologies un peu flottantes. Il y a une sorte de confusion entre l'électronique et le visuel. On voit les points allumés, on sent que c'est un langage d'électronique. C'est les bits, vous savez, des octets, mais les bits activés correspondent à des points affichés en fait à l'écran.
Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un petit passage hein, où vous dit il est reconnu que le concept de lutin est la fonction la plus intéressante que les nouveaux contrôleurs d'écran, bon, les puces graphiques, ont apporté à la micro-informatique. Ah, ça c'est intéressant. C'est presque un petit peu trop bref. En effet, les lutins sont totalement indépendants de l'écran. C'est ça qui est important. Ils sont totalement indépendants de l'écran, contrairement au caractère graphique sous les touches. Ils ne sont pas indépendants s'ils se déplacent eh bien, ils vont s'effacer les uns et les autres, et ça rend la programmation plus difficile quand vous avez une programmation qui repose sur des affichages visuels. Et c'était une des révolutions, les sprites sur le Commodore 64. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de sprite, en tout cas de sprite hardware hein, dans les comment dire des sprites utilisables via les contrôleurs via les puces vidéo. Euh, Par exemple, sur les Apple II, vous n'aviez pas de sprite hardware, on était obligé d'utiliser la redéfinition de caractère. Sur les Auric, c'était pareil, vous n'aviez pas de sprite, il fallait utiliser la redéfinition de caractère. Sur le ZX Spectrum, c'est pareil, pas de sprite hardware, il fallait utiliser la redéfinition de caractère. Et le problème de la redéfinition de caractère, c'est que, eh bien, il faut sans arrêt solliciter le processeur pour recalculer les caractères, les réafficher à l'écran. Avec les sprites hardware, c'est la puce vidéo qui gère tout ça. Donc ça libère le processeur pour effectuer d'autres calculs. Et c'était une des grandes forces du Commodore 64 par rapport à ses concurrents. C'est que le Commodore 64 n'avait pas besoin en tout cas le processeur du Commodore 64, le 6510, hein, était libéré de cette tâche grâce au sprite. Hein, et on verra, je vous donnerai sans doute quelques techniques hein, et cours sur le Commodore 64, mais on verra, on a des possibilités exponentielles avec les sprites. Hein. C'est une merveille pour l'informaticien, le programmeur, si on sait bien les utiliser. Euh, au tout début, lorsque le Commodore 64 est sorti, malheureusement, les programmeurs, les premiers programmes n'optimisaient pas toujours cette option, hein, cette faculté offerte par la puce VIC hein, d'utiliser des sprites, de les modifier à tout moment. Et souvent, bon, les sprites étaient, allez, on va le dire, dégueulasses. Hein. C'était très cubique, c'était mal défini. Alors qu'avec les sprites, vous pouvez faire les superposer les uns aux autres et puis les rendre très colorés et très fins. Hein, en fait, avoir des sprites, on va dire, d'une très grande finesse à l'écran. Hein, mais c'est pas forcément des formes cubiques. Et puis aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle du multiplexage, c'est-à-dire que le Commodore 64 n'a en théorie que 8 sprites, mais vous pouvez en afficher 8 à chaque fois sur chaque rangée et les réutiliser une fois que le faisceau raster est passé sur une rangée supplémentaire et ainsi de suite. Hein. Je sais plus, moi j'ai réussi à afficher 48 sprites sur l'écran. Hein. C'est pas très très difficile de le faire. Après, c'est plus difficile lorsqu'il y a du mouvement. Mais lorsque c'est fixe, assez statique, on peut afficher sans problème 48 sprites à l'écran. Euh, donc voilà, et puis c'est ce que l'ouvrage dit, plus loin, le CBM64 est capable d'afficher, en plus de son écran graphique, 8 lutins simultanément sans intervention particulière. Voilà. Donc on voit, il y a ce sans intervention particulière, c'est que c'est à la portée de n'importe qui, même en basique, d'afficher ces 8 sprites à l'écran, et bon, sous réserve de ce que je vous ai dit, après avec des interventions particulières, on peut en afficher beaucoup plus finalement. En tout cas, on affiche les 8 sprites, mais sous des formes, des couleurs différentes. Euh, D'ailleurs, c'est précisé après, je vois, et avec en utilisant une technique semblable au mode mixte, il est possible de définir 8 lutins par zone de l'écran, c'est-à-dire un programme d'interruption qui modifie cycliquement les contenus des registres lutins en utilisant cette possibilité assez impressionnante. Le nombre de lutins présents à l'écran simultanément peut atteindre 32, mais on peut... je crois que on voit pas très bien à l'écran, donc je déplace légèrement l'ouvrage pour que vous voyez ce qui est dit là. Voilà, donc il est possible de définir 8 lutins par zone de l'écran
C'est à ce moment-là le programme d'interruption qui modifie cycliquement, donc voilà, et on monte à 32. Mais comme je vous l'ai dit, on peut monter à plus que ça, hein. Et voilà, donc voilà ce que dit cet ouvrage, hein, de référence sur Commodore 64, qui est disponible d'ailleurs, je rappelle, au téléchargement par l'auteur lui-même, donc n'hésitez pas à le prendre et à le remercier également. Et puis enfin, dernier ouvrage à aborder, les sprites, c'est La conduite du Commodore 64 de François Monteil. Alors, je sais que cet ouvrage est décrié, oui, 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 extraordinaire, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je retrouve assez facilement des informations. En tout cas, quand j'ai débuté, je trouvais assez facilement les informations. Euh, le contrôleur d'écran, donc on va voir comment les sprites sont abordés là-dedans. Je crois que c'est au travers d'un Pac-Man. Et programmation en haute résolution. Alors les sprites, voilà. Et il est là, donc il nous dit que les sprites, appelés aussi en français lutins, voilà, donc cette double appellation, ne sont rien d'autre que des caractères spéciaux de grande taille. Grande taille. Bon, 24 sur 21, ça va, c'est 21, oui. Enfin, ça dépend. Il y a des gens pour qui 21 c'est grand ou pas, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Définissables par l'utilisateur et qui peuvent être affichés à n'importe quelle position de l'écran. Voilà, bon. Euh, voilà, bon, j'ai pas plus à dire. Voilà, parce qu'après, on va aborder une partie plus, comment dire, plus pédagogique, hein, c'est plus le cours. Mais là, l'intérêt de cette vidéo, c'était de vous parler plus globalement de ces sprites, voilà, et comment on en est venu à cette appellation, alors qu'à l'origine, finalement, le Commodore, hein, utilisait dans son ouvrage de base le terme SILF. Les ouvrages francophones ont voulu essayer d'adopter cette terminologie de lutin, et puis finalement, bah, on a laissé tomber tout ça. Et on a finalement adopté le terme anglo-saxon sprite. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et prochaine vidéo, ce sera sans doute sur justement un cours en langage machine et en assembleur sur les différents sprites. Donc parfait pour les débutants. Et puis au fur et à mesure des vidéos, on va essayer de monter d'un cran et de voir des techniques intéressantes, et j'espère pouvoir vous expliquer correctement, bien, mieux en tout cas que ces ouvrages que vous avez vus là. C'est ça aussi, hein, l'objectif des vidéos que je fais, c'est d'essayer d'être didactique, de transmettre un savoir et un plaisir aussi à des personnes qui ne savent pas programmer, qui auraient voulu et qui trouvent que oui, il y a pas de bons ouvrages, il n'y a pas de bonnes explications, en tout cas dans le monde francophone. Il faut malheureusement aller chercher les informations dans les ouvrages anglais, qui sont souvent beaucoup, beaucoup plus clairs que les ouvrages français. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis, passez un bon week-end, une excellente semaine. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt.